Donc, je vais commencer par me présenter. Ceux qui ont eu la chance d'assister au Scrum Gathering reconnaîtront mes limbiques préférés. Donc, au cours des 13 dernières années, j'ai été extrême développeur, j'ai été client au sens XP maison, j'ai été coach XP, j'ai été Scrum Master, plus largement coach agile. J'ai participé aussi à une équipe de validation logicielle et j'ai été chef de projet au sens traditionnel, mais venant du monde agile, vous vous doutez bien qu'une fois qu'on a été agile, on a beau retourner chef de projet, on est toujours un petit peu agile. Et je suis tombé dans l'agilité dès ma sortie de l'école en 2001. Donc j'ai commencé par ce monde-là et j'ai ressenti le besoin à peu près d'aller voir le monde réel pour encore pouvoir mieux l'appréhender et avancer. Et depuis maintenant 1 an et demi, on peut considérer que je suis le capitaine Spock du vaisseau de l'avant-vente HP Software, sur tout ce qui concerne l'agilité. Ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de clients, beaucoup de gens qui parlaient du test, qui ont vu l'agilité arriver, fondre sur le test, et qui ont eu une perception, des interprétations sur ce que c'est, qui peut être plus ou moins fidèle à ce que moi j'avais pu connaître, ou en tout cas à l'idée de ce que je m'en faisais. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette présentation, pour démystifier un peu le rôle ou la place des tests dans une démarche agile, voir comment on peut faire coexister les deux, et surtout comment est-ce qu'on peut peut-être améliorer un tant soit peu la relation entre les développements et les gens qui font des tests. Donc, depuis 1 an, j'ai rencontré des gens qui font du test, que ce soit aux journées du test logiciel, que ce soit sur différents forums, que ce soit des clients. Et leur plus grande peur, c'est de ne plus exister à cause de l'agilité. Ils me disent, l'agilité arrive, il n'y a plus de testeurs. Bon, j'essaye de les rassurer autant que je peux, mais c'est vraiment quelque chose qui est assez ancré. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, quand après vous parlez à des développeurs, ils vous disent, non mais nous les tests, c'est plus les testeurs, c'est le client qui doit faire ça, c'est le product owner. Mais nous on ne fait pas de tests non plus. Donc au final, vous arrivez sur un constat où les testeurs pensent qu'ils ne font plus de tests, les développeurs pensent qu'ils ne font pas de tests non plus, et au final, la qualité peut être moins bonne. Sur un grand compte de la distribution, quelqu'un m'a dit on a fait un essai de Scrum, on a arrêté, parce qu'en passant à Scrum, on a réduit la qualité de ce qu'on fournissait. Ce qui était pour moi complètement antinomique, parce que la première promesse de l'agilité quand j'ai démarré en 2001, c'était la qualité. Aujourd'hui, les gens ont souvent associé ça plutôt à de la rapidité et les tests sont laissés sur le côté. Donc on va voir comment on peut essayer de résoudre ça. Mais en tout cas, la qualité n'est pas moins bonne avec Scrum. En tout cas, ce n'est pas le but. De la même manière, quand les gens passent à l'agile, ils sont un peu hors process, c'est différent, on n'a pas de métriques pour les suivre, c'est des équipes qui vont être auto-organisées, donc les gens qui ont un rôle plus de chef de projet ont l'impression de perdre en visibilité et en contrôle sur leurs équipes. Alors que justement, on va vous dire que les équipes agiles, elles sont ouvertes, on va faire des démos souvent, on va améliorer cette visibilité-là. Donc on a quand même un souci, peut-être simplement de métriques ou de communication entre les différentes couches à résoudre. C'est sûr que quand vous partez du postulat que pour une équipe agile, sa planification sera au mur avec des post-it, et des choses que moi j'ai connues au tout début, où on disait au chef de projet, si tu veux voir où on en est, tu viens dans l'open space, tu regardes le mur, le message passe pas bien et parfois est résumé comme les équipes agiles sont hors de contrôle. Et de la même... un peu trop. Et de la même manière, les gens qui font des tests, s'ils ne sont pas impliqués dans la démarche agile, vont dire nous, on ne sait plus dans quel sens c'est développé. Les spécifications arrivent morceau par morceau, on ne sait pas ce qu'on doit tester, on ne sait pas quand. Nous, on est en fin de vie, on nous met une pression énorme, donc on est en mode best effort, et puis vaille que vaille. Autre chose sur l'agilité et la promesse que certaines personnes m'ont remonté, une grande banque française, c'est que avec l'agilité, ça allait être super pour les tests, parce qu'on allait demander à un PO de venir, qui va exprimer ses besoins. On va avoir une espèce de baguette magique. Donc pour les spécialistes, c'est la baguette d'Harry Potter. Pour les plus techniques, vous noterez qu'elle est Wi-Fi, parce qu'on est quand même dans le monde de la technique. Et grâce à cette baguette magique, on va
convertir nos équipes de test en une espèce d'automate intelligent qui va être capable de prendre la parole du product owner et de transformer ça automatiquement en test exécutable. Et derrière, vous prenez une équipe agile qui est encore en train de chercher son équilibre et elle va produire un software qui va obtenir des millions de likes parce que ça va juste être génial. Le problème, c'est que souvent, le point de départ pour ces tests-là, ce n'est pas un automate super intelligent qui comprend le langage humain et qui génère automatiquement des tests, c'est ça. Et donc forcément, on peut être déçu par l'agilité ou se retrouver face à un gap à combler qui est énorme. Donc il faut aussi rester raisonnable par rapport à ce que l'agilité va vous apporter en termes de tests. Oui, on peut faire des choses très évoluées, on va pouvoir automatiser pas mal de choses si les technologies le permettent. Maintenant, c'est pas magique, la baguette magique n'existe pas, et il va falloir à un moment ou à un autre que différentes personnes se parlent. Et les gens des tests, et les gens du développement, et le management. Je vais vous présenter là différentes formulations sur les équipes, sur les liens entre les devs et les tests que moi j'ai rencontrés au cours de ma carrière. Certaines parce que je les ai mis en place et que je les ai forcées, d'autres parce que je les ai subies. Mais en tout cas, je vais essayer de vous éclairer sur ce que ça a pu apporter, ce que ça a pu créer aussi comme frustration ou comme manque, et essayer de voir peut-être que vous retrouverez des situations que vous connaissez ou vers lesquelles vous souhaitez aller, et on pourra échanger sur le sujet après. Le point de départ, c'est des développeurs, donc en bleu, des testeurs en jaune, un chef de projet au milieu, et on va suivre un modèle classique. C'est un modèle que généralement tout le monde a rencontré, qui marche très très bien dans certains cas. Il a aussi fait ses preuves. Et on est généralement content de l'avoir parce que c'est des processus qu'on maîtrise. On sait comment va se dérouler le projet, on a les différentes phases en tête, on a les différents indicateurs. On a juste à prendre en amont le nouveau cahier des charges et on peut le dérouler. Les indicateurs maîtrisés. Et un élément très important, surtout en France, c'est que ce déroulement-là va être conforme à la majorité des contrats qu'on rencontre encore aujourd'hui. Vous avez toujours des phases de spécification, des phases d'implémentation, de qualification. Vous allez retrouver vos clés de paiement qui vont être calquées sur ces phases-là. Donc ce modèle d'implémentation-là va y correspondre parfaitement. C'est pour ça que beaucoup y tiennent encore. À l'inverse, et c'est ce pourquoi je pense que vous êtes là aujourd'hui, vous avez toujours cette notion d'effet tunnel. Vous avez un coût du changement qui est important. Une fois qu'on a tout figé en amont, dès qu'on va vouloir faire le moindre petit changement plus tard, ça va coûter plus cher. Et enfin, on a un impact retard qui est très important, parce que quand les tests arrivent en fin de projet, il y a déjà beaucoup moins de temps, et la moindre journée de retard supplémentaire, c'est généralement une journée de retard pour la mise en production. Et c'est pour ça qu'existent les Scrum Days, où vous pouvez rencontrer plein d'experts pour passer à autre chose. Supposons maintenant que le développement va passer du côté agile. Donc ils vont se faire en formation, ils vont essayer de trouver leur équilibre. Vous avez un rôle, et je parle bien de rôle, ça ne veut pas dire une personne à part entière, mais le rôle de Scrum Master qui va apparaître, si on reste sur du Scrum, parce qu'il va falloir guider cette équipe, même si ça fait partie pas de la littérature originale de Scrum comme l'a présenté Alistar ce matin, c'est quand même un rôle qu'on va retrouver, soit pour faciliter le travail de l'équipe, mais aussi quelque part pour la guider vers cette adoption de l'agilité. Vous avez quelqu'un qui va jouer le rôle de PO. Si vous avez toujours un client qui est loin ou derrière un contrat, il va bien falloir assurer ce relais-là entre les deux. Et on va conserver un chef de projet parce qu'on a toujours deux équipes disjointes qu'il faut synchroniser et les testeurs vont avoir besoin de ce chef de projet-là. Ce que va apporter cette formation-là, c'est que vous allez développer en agile, donc vous allez pouvoir faire des démos fréquemment, avoir le retour de votre client. Vous allez concevoir et les spécifications, et le design, et l'architecture de façon émergente, donc vous allez avoir une certaine souplesse au changement. Et enfin, comme le côté test n'aura pas du tout changé, vous allez pouvoir garder tous vos indicateurs favoris. Le problème, c'est que vous allez drastiquement augmenter la charge de test, parce que si les gens se mettent à livrer beaucoup plus souvent, on va attendre des testeurs qui testent beaucoup plus souvent, et généralement, ils vont être ni staffés, ni préparés en termes d'outillage pour assumer cette nouvelle charge-là. Vous allez augmenter le risque des mises en production, c'est ce que Alistair a présenté ce matin. Est-ce qu'on fait que des démos? Est-ce qu'on fait des mises en production? Parce qu'on délivre de manière agile.
Donc au début, on va se faire que des démos. Après, l'équipe de développement ou le PO va être frustré, il va vouloir faire des mises en production. Sauf que si les tests ne suivent pas, vous allez mettre en production des choses qui sont moins bien testées et vous retrouvez dans la situation que moi j'ai rencontrée. À un moment ou à un autre, vous allez dire l'agilité, on arrête parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Et un dernier point, non négligeable, vous allez augmenter, si besoin l'était, les tensions entre les différentes équipes. Les développeurs vont être agiles, ils vont aller vite, ils vont vouloir qu'on utilise ce qu'ils ont développé. À côté de ça, les testeurs vont rester sur un mode classique, on va les mettre en œuvre relativement tard, et ils vont commencer à subir beaucoup de pression. Parce que c'est vers eux qu'on va se tourner, c'est eux qui vont bloquer les mises en production, c'est eux qui ne vont pas être capables d'assumer cette charge de test, alors qu'ils avaient jusque-là rien demandé à personne. Donc ça va créer de la tension, principalement sur cette équipe-là, et sur la relation qu'il va y avoir avec les développeurs. Un dernier mot, si jamais dans votre équipe de développement, vous avez quelqu'un qui a une sensibilité au test, il va pouvoir commencer à vous développer ou à mettre en place, à paramétrer cette boîte magique qui peut-être un jour vous servira à faire les tests automatisés. La seule limite, c'est que ça reste un développeur et que s'il le fait tout seul, ça sera perfectible, on va dire, parce qu'il n'aura pas ce sens du test ou le langage commun qu'on va vouloir mettre en place. Mais c'est un premier pas. Si maintenant on imagine que les tests aussi vont passer en agile, ils vont se mettre en place, on remarquera au passage que j'ai fait disparaître le rôle de chef de projet. Pas parce qu'il n'existe plus, mais parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver de relativement diffus, généralement entre le PO et le Scrum Master. Si vous avez la chance, et je dis bien que c'est une réelle chance, d'avoir un Product Owner qui est votre client final, il n'assumera pas ce rôle-là. Et on va bien souvent le déporter sur le rôle de Scrum Master. Mais c'est un rôle qui peut être partagé, comme les Scrum Masters peuvent être des développeurs à part entière. Mais en tout cas, plus de chef de projet. Ce que ça va vous apporter, vous allez pouvoir, cette fois-ci, synchroniser les rythmes des deux équipes. Elles ne vont pas forcément avoir une même durée de sprint ou d'itération, mais en tout cas, si ça peut être un multiple, ça va vous permettre de les synchroniser. L'effet que ça va apporter, c'est que vous allez pouvoir aussi synchroniser leurs priorités et jouer sur chaque sprint pour que les priorités du développement et les priorités des tests soient les mêmes. Ce qui est prioritaire en développement doit être testé en priorité. Ce qui vient d'être développé doit être testé en priorité. Et le dernier point, c'est que vous allez réduire ce décalage entre les tests et le développement, et en fonction du choix que vous allez faire sur la synchronisation des sprints, vous allez pouvoir soit imaginer que sur un sprint N, l'équipe de test écrive les 4 tests du sprint N+1 et exécute les tests du sprint N-1, ou à l'inverse, mettre les tests derrière dès que quelque chose a été implémenté au sprint N, le faire tester par l'équipe en sprint N+1. Ça va dépendre des moyens que vous avez, de la volonté que vous voulez de passer en test driven, que ce soit sur du fonctionnel ou sur du comportemental. Là encore, quelques points négatifs. Vous avez un PO qui va être partagé entre les deux équipes, qui va devoir se répéter beaucoup, partager ses éléments et avoir des redites. Vous allez conserver une structure sur laquelle l'équipe de test seule va porter la responsabilité de la qualité. Même si le test est porté dans le message de l'agile, qu'on veut faire des choses de qualité, tant que les équipes sont disjointes, les seuls garants, les seuls responsables de la qualité vont rester les testeurs. Donc ceux qui le matin vont arriver, vont aller voir le résultat des tests, c'est les testeurs. Ceux qui vont créer des bugs pour que ça soit corrigé, ça sera les testeurs, avec un cycle qui peut être plus ou moins long pour que ça soit pris en compte côté développement. La prise de conscience arrivera à l'étape d'après, on le reverra, où là on va pouvoir aussi pousser cette notion de qualité auprès de l'équipe de développement. La dernière part, c'est que vous aurez un manque d'automatisation. L'automatisation, à un moment ou à un autre, vous avez besoin de compétences de développement pour faire des choses de très robustes. Que ce soit avec des outils, que ce soit avec des choses à monter entièrement,
Des gens qui sont purement fonctionnels vont pouvoir vous écrire vos cas de tests passants, les premières approches de ces tests-là, mais si vous voulez les voir durer dans le temps, il va falloir que des automaticiens, qui ne sont pas forcément des testeurs, y mettent la main. Donc bien souvent, on va faire appel à des ressources de développement. Et c'est ce manque-là, le manque de communication entre les deux équipes. Peut-être que l'équipe de test aura des besoins de développement, mais elle est toujours disjointe, elle est toujours loin de l'équipe de dev, donc elle n'aura pas ce coup de main, elle n'aura pas ce retour qu'elle attend et qu'elle espère depuis un moment, finalement. Là encore, et ça peut être vrai dans les deux sens, si vous avez un développeur qui a une sensibilité de test, il va commencer à créer des choses dans ce sens-là. Si vous avez un testeur qui a déjà mis un peu les mains dans du code, il va aller dans ce sens-là, mais vous aurez un produit qui sera un peu hybride et qui ne sera pas abouti, faute de collaboration et de communication entre ces deux équipes-là. Quand je dis produit, une nouvelle fois, c'est soit quelque chose qui va être créé totalement, soit c'est même juste la mise en place d'outils que vous allez retrouver du marché. C'est CréHP, donc il faut quand même qu'on en parle. Mais il y a une prise en main, il y a une mise en place de cette notion d'intégration continue et le fait d'avoir une chaîne complète qui va après être exploitable par des non-techniques et qui devra être maintenue aussi par des gens qui sont un peu plus techniques. Le dernier cas de figure dans cette évolution, où vous avez vu qu'on est passé d'un cas où personne n'était agile, j'ai volontairement fait passer les développements en premier sur de l'agile, puis suivi par les tests qui voulaient aussi bénéficier de cette nouvelle méthodologie magique pour avancer. Et à un moment ou à un autre, vous vous doutez bien que les gens vont avoir envie de se réunir et de former une seule et même équipe agile, pluridisciplinaire. Donc ça a longtemps été un discours qu'on a tenu sur le développement, ne plus avoir les DBA d'un côté, les experts Java de l'autre, les experts .NET. Mais si on a un outil qui embarque toutes ces compétences-là, de les réunir, de partager sur le sujet, c'est exactement la même chose entre les développements et le test. Les gens vont avoir envie de travailler ensemble parce qu'ils vont en avoir assez de faire des réunions, de faire parfois des scrums de Scrum juste pour échanger quelques informations. Ils veulent être ensemble. Ce que ça va vous apporter là, c'est que vous aurez une collaboration maximale entre ces deux équipes et finalement entre tous les membres de votre équipe. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà constaté, mais ça influe très, très fortement sur la motivation des gens. Ils travaillent ensemble, ils ne sont plus les uns contre les autres. C'est plus un problème d'aller dire à un développeur, là tu viens d'introduire une régression qui a fait tomber la moitié des fonctionnalités du produit. C'est pas grave, vous le voyez tous les jours, vous travaillez avec lui, vous pouvez aller le voir. De la même manière, c'est moins gênant pour un développeur d'aller voir un testeur, de dire non mais là tu nous as fait un cas de test, jamais ça arrivera dans la réalité. Donc il faut peut-être tester autre chose parce que là, on ne nous a pas demandé en termes de développement d'être aussi robuste que toi tu le veux. Mais en tout cas, vous allez avoir cette collaboration-là. Vous allez avoir, pour la première fois, avec toutes les structures que j'ai montrées, une définition du done pour vos user stories qui pourra être complète. Par complète, j'entends implémenter, tester unitairement, parce que bizarrement, les développeurs, à force de discuter aussi qualité avec les testeurs, vont se dire ah, c'est vrai que nous, côté test, en test unitaire, on n'est peut-être pas très bon, on n'a peut-être pas une bonne couverture. D'ailleurs, si on va piocher dans les pratiques XP, il y a un truc qui s'appelle le test-driven development. On peut peut-être essayer de le faire, comme ça, on sera sûr d'avoir une bonne couverture. Et les développeurs aussi vont commencer à faire du test, vont commencer à être sensibles à la notion de qualité. On ne va pas attendre de passer un plan de test fonctionnel 3 mois après que ça a été développé pour découvrir l'introduction d'une régression. Parce que les développeurs vont avoir leur propre test unitaire qui va former ce premier maillage par rapport aux anomalies que vous allez intégrer. Et parfois même, quand on est uniquement côté test fonctionnel, on l'a entendu encore il y a 2 jours, des gens nous disent mais le problème c'est qu'on développe, on sait bien ce qui a été implémenté en termes fonctionnels, les développeurs ils ont fait leur boulot, on a passé nos campagnes de tests qui correspondaient à ce test fonctionnel-là, et puis on s'est rendu compte bien après qu'il y a des régressions qui avaient été introduites alors que ça n'avait pas du tout été prévu dans un autre pan fonctionnel de l'application. On n'a pas fait une campagne de non-régression à chaque fois parce qu'on n'a pas la charge. Et nous, côté test, on ne peut pas anticiper l'impact. On ne connaît pas l'architecture du code, qu'un même module va être utilisé dans telle fonctionnalité, dans telle autre fonctionnalité. On ne le sait pas.
C'est quoi la réponse de l'agilité à ça? Comment est-ce qu'on peut faire au niveau test fonctionnel? Niveau test fonctionnel, à part avoir 100% d'automatisation sur de la non-régression qui va vous le pointer du doigt très vite, la meilleure réponse, c'est de dire demandez à vos développeurs d'avoir des tests unitaires. Et c'est au niveau test unitaire que vous allez découvrir que l'architecture faite par le code va avoir un impact beaucoup plus loin, pas au niveau fonctionnel. Et donc dans ce domaine-là, vous aurez les tests unitaires, les tests fonctionnels qui correspondent aux user stories qui vont être réalisés, et normalement une partie de la non-régression parce que vous aurez commencé à travailler sur de l'automatisation. Tant que vous n'avez pas une structure comme ça, généralement ce qu'on voit, ou en tout cas ce que moi j'ai rencontré, c'est des équipes de dev qui font de l'agile, et le done, en fait, ça veut dire c'est codé. Ce qui, d'un point de vue product owner ou utilisateur final, n'est pas du tout satisfaisant. Ok, c'est codé, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça correspond à mon besoin? Est-ce que j'ai cassé quelque chose en l'implémentant? Là, les gens se parlent, travaillent ensemble, ils vont pouvoir faire des tests métiers proches de ce que veut le product owner, il va leur expliquer ce qu'il veut, ça va être développé, c'est synchronisé, et ça sera testé en temps et en heure. Et la qualité, parce que tout le monde va s'y intéresser. Et pour avoir mis ça en place dans certaines équipes, pendant encore quelques sprints après, c'est toujours un testeur qui arrivait le matin, qui allait voir les résultats du build de nuit, le résultat des tests automatiques de nuit, et qui levait la main pour dire là, on a cassé le build, ou alors on a introduit une régression, enfin un changement de code qui a généré 50 régressions sur les 4 tests. Petit à petit, les développeurs ont commencé à le faire aussi. Et finalement, c'était plus le premier testeur qui arrivait le matin, qui allait regarder les résultats de ce qui s'est passé la nuit, c'était la première personne de l'équipe qui arrivait, qui allait voir est-ce que le build est passé, est-ce que les tests sont passés, et est-ce qu'on a fait une bêtise. Et en termes de réactivité, vous pouvez gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures le matin sur un schéma comme celui-ci. Ce qui va pouvoir poser des problèmes au management, c'est que finalement, les indicateurs de test classiques vont devenir non pertinents. En test, on mesure bien souvent les anomalies trouvées pendant des campagnes de recettes. On va valider. Et on attend que ça soit développé, et on part pour 1 mois, juste avant la mise en prod, pour faire des tests, et on va compter le nombre d'anomalies. Moi, on m'a déjà dit, vous avez fait la campagne de test? Oui. Vous avez trouvé combien de bugs? 40, c'est pas assez. Normalement, on en trouve 200. Ah oui, mais sauf qu'en l'occurrence, nous, les tests, on les fait depuis un moment, et puis ça ne rentre pas dans les stats, parce qu'ils ne viennent pas d'être trouvés maintenant. Donc les métriques vont être changées. Peut-être que c'est simplement la période de temps qui va devoir être allongée pour les prendre en compte. Ou peut-être, et on le verra un peu plus tard, qu'on peut aussi changer ces métriques-là, ou en tout cas leur orientation. Mais là, vous allez potentiellement avoir, si vous êtes côté management, un problème à suivre votre équipe. Si vous êtes dans l'équipe, un problème à vous faire entendre par le management sur des problématiques purement en qualité. J'ai indiqué que ce qui pouvait poser un petit souci, c'est l'esprit d'équipe fort. Certains vous diront que c'est une qualité. Je le considère aussi. Maintenant, ça peut perturber le management de ne plus se retrouver à être confronté à des individus, à des tâches nommées, mais à une équipe. Parce que l'équipe, bien souvent, quand elle atteint ce niveau-là dans l'agilité et qu'elle arrive vraiment à collaborer, elle va faire bloc. Et elle aura raison. Moi, le premier, quand on venait me demander, là, vous avez laissé passer un bug, c'est qui? La réponse était, c'est l'équipe. Je veux un nom. Non, c'est l'équipe. Je veux un nom. Prends le mien. Donc il faut y être préparé. C'est vraiment une qualité et vous allez obtenir le meilleur de cette équipe-là parce qu'il y aura une émulation, parce qu'elle aura envie de travailler. Maintenant, il faut aussi que d'un point de vue management, vous sachiez que vous avez affaire à une équipe et plus à des individus. C'est un petit peu différent dans l'approche de les gérer. Et le dernier point, c'est que les gens qui ont goûté à ça, qui ont goûté à l'agilité, vous pouvez avoir du mal à les en faire sortir. Parce que c'est plaisant. Généralement, quand on arrive à ce stade-là. Il y a des gens qui vont détester l'agilité parce qu'ils n'ont pas envie de collaborer, parce qu'ils n'ont pas envie de communiquer. Généralement, ces personnes-là, on les voit, on les reconnaît assez vite, et effectivement, on leur propose autre chose ou un autre projet qui ne sera pas sur ce modèle-là. Mais une fois qu'elles ont travaillé sur ce modèle-là, qu'elles y ont pris goût, quand après vous allez dire... Qui est arrivé pratique.
il s'arrête, on va repasser sur un mode traditionnel, vous avez un risque qu'elles aillent ailleurs. Ou si vous avez dans l'idée de dire on va faire un pilote, c'est ce que j'ai entendu encore chez une compagnie aéronautique il n'y a pas très longtemps, on va démarrer de l'agile, on veut y passer parce que le client le demande. Très bonne nouvelle, c'est plus une adoption par les développeurs, c'est une adoption même par les clients maintenant. Ils veulent qu'on soit en agile. Donc on va faire un pilote, mais on ne peut pas passer tout le monde, donc on va bien délimiter ce qui va être implémenté en agile. On va identifier quelques personnes et on va les faire passer en agile. Et puis au bout de quelques sprints, on fera tourner les gens. Et ils avaient peur finalement qu'initialement personne ne veuille passer à l'agile, de ne pas avoir assez de candidats. Donc non seulement ils ont plus de candidats que de postes dans l'équipe agile, et surtout ce qu'ils commencent à entrevoir, c'est qu'au moment où il va falloir faire tourner les gens ne vont pas vouloir en sortir. Donc ils sont peut-être en train de se dire qu'on va faire un pilote, et au lieu de faire tourner que ça dure dans le temps, on va plutôt élargir le spectre, le contenu de ce que va faire l'équipe agile pour faire que tout le monde puisse participer à ça et en profiter, plutôt que de créer des gens qui vont mal le vivre ou être frustrés sur le sujet. Une autre possibilité qui peut peut-être vous surprendre, j'ai oublié quelque chose, autant pour moi. L'équipe, elle est ensemble, donc votre automate de test, l'outil de test correctement paramétré pour que tout le monde puisse l'utiliser, ils vont pouvoir le faire. Ils vont se parler. Les développeurs sauront comment le faire, les testeurs sauront dire ce qu'ils ont besoin, comment ils le font, de quel langage ils ont besoin pour parler avec le PO, quel est le bon niveau d'abstraction par rapport à des automates de test, et ils vont vous le faire. Et avec plaisir en plus. Le dernier schéma, c'est de faire passer les tests en premier sur un mode agile. Jusqu'à maintenant, la plupart des gens se laissent guider par le développement ou pensent que pour y arriver, il faut déjà passer le développement en agile, mais pas les tests. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai intégré une équipe de R&D d'une 40aine de personnes en tant qu'ingénieur validation logicielle, avec la casquette coach agile. Et j'ai commencé par implémenter l'agilité dans l'équipe de test. On a découpé notre travail, les tâches qu'on avait à faire, en user story pour écrire les cas de test. On a été en relation avec, c'était pas un PO, c'était un product manager, ça s'appelait comme ça, mais c'était un rôle de PO, peut-être un peu plus traditionnel, pour voir avec lui quelles sont tes priorités, comment est-ce que tu veux que ça soit testé. Et on a travaillé comme ça. Et au final, on a amélioré la qualité parce qu'on a testé plus tôt, on a testé exactement ce que les personnes voulaient, on a réduit les risques parce qu'on a géré nos priorités en fonction des priorités du business. Donc quand on a un effort de test qui est malheureusement encore bien souvent réduit, l'idée c'était de dire quels sont les sujets sur lesquels tu veux qu'on concentre nos efforts en premier? Qu'est-ce que tu veux qu'on teste? Et on a commencé par écrire des cas de test pour ce qui était critique pour le PO. Et on les a joués dans le même sens. Et on a bien souvent de l'automatisation qui arrive assez vite, parce que comme c'était mon cas, quand l'agilité est adoptée par l'équipe de test en premier, il y a de très très fortes chances qu'il y ait un ancien développeur dans le cas qui ait amené ça. Moi, j'ai été développeur avant, je suis arrivé là, et je leur ai dit, vous inquiétez pas, l'automatisation, on va s'en occuper. Ce qui a pu poser problème, c'est que finalement, cette problématique d'indicateur qui devient non pertinent, on l'a rencontré beaucoup plus tôt, et tout seul. Donc il a fallu expliquer qu'effectivement, on travaillait un peu différemment, y compris sur les tests, et que non, ce n'était pas des problématiques de développeurs, c'était aussi des problématiques de testeurs. La tension entre les équipes, on l'a fait naître exactement de la même manière, parce qu'on a commencé à aller de plus en plus souvent voir les développeurs pour dire « Ah, cette nuit, tu as introduit une régression. Ah, là, vous avez cassé quelque chose. Là, hop, il y a un bug qui vient d'arriver. » Et donc, on a été de plus en plus sur leur dos. Inconsciemment, on leur a quand même pas mal cassé les pieds. On pensait que c'était pour aider, que c'était une bonne chose de découvrir les anomalies au plus tôt. Mais finalement, dans la perception des développeurs, ça a été un peu compliqué. Et il a fallu travailler là-dessus et aussi faire une conduite au changement.
Et enfin, ce qu'on a aussi généré côté de développement, c'est que bien souvent, les développeurs aiment développer, un peu moins traiter les correctifs. Mais si finalement, vous avez quelqu'un qui vient taper à la porte tout le temps pour dire là, vous avez créé un bug, là, c'est pas vraiment implémenté, ou là, il y a telle ou telle régression, eh bien, il va falloir que lui, dans son travail, on l'aide à arbitrer entre j'implémente la nouvelle fonctionnalité qu'on m'a demandé, ou je vais corriger celle que j'ai faite hier et qui ne marche pas. Et si vous n'avez pas un soutien du management pour cet arbitrage-là, mais finalement, tous les bénéfices d'avoir passé l'agilité sur les équipes de test, vous allez en perdre un peu parce que les développeurs vont continuer leur rythme de développer les fonctionnalités qu'ils veulent. Et à un moment ou à un autre, on va arriver sur le projet où il y a ce qu'on appelle généralement une phase de stabilisation. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais il y a validation, il y a stabilisation, où là seulement on va commencer à prendre en compte les problématiques remontées par les testeurs. Et donc, c'est ce que je disais, bien souvent, il y a un développeur dans cette équipe de test qui va vous mettre en place le framework automatique. À retenir, j'ai présenté beaucoup de structures. Je les ai toutes expérimentées, que ce soit dans le monde bancaire sur une refonte de portail, que ce soit dans le monde de l'industrie avec des logiciels de supervision de trafic, que ce soit chez un éditeur logiciel. C'est des choses que j'ai rencontrées. Parfois, j'ai réussi à suivre une certaine logique ou à enchaîner ces différentes structures. Parfois, j'ai subi, je les ai découverts. On est en mode traditionnel, on pouvait faire passer que les devs en agile et pas les tests, parce que les tests restaient la responsabilité du client contractuellement. Et on est devenu une équipe de développement agile et le client faisait des tests en mode traditionnel. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, vous pouvez directement vous projeter sur un de ces cas-là, peu importe. En fonction de l'état dans lequel vous êtes là, on pourra échanger après pour voir comment est-ce que vous pouvez essayer d'introduire l'agilité ou en tout cas de mieux communiquer dessus pour qu'il y ait une plus forte adoption. La première chose que vous allez avoir à faire et qui sera à mon sens la plus compliquée, parce que c'est pas de l'outillage, c'est pas de la méthodo, c'est, comme le dirait les arts, c'est du people. Vous avez à gauche les Jedi du développement. Ceux qui ont la connaissance, qui sont forts, qui ont peur de personne et qui codent très vite. Et de l'autre côté, vous avez les testeurs qui explorent le monde, qui explorent le logiciel à la recherche des nouveaux bugs. On les oppose depuis des années. C'est deux populations différentes qu'on oppose très souvent, mais finalement, qu'est-ce qui les empêche de cohabiter ? C'est pas le même métier, c'est pas le même rôle et ça sera pas les mêmes apports dans une équipe. Donc il faut que les deux arrivent à se parler. Mais c'est un vrai challenge. Si j'étais une caricature un tout petit peu forcée, j'ai déjà entendu que les testeurs, c'était des développeurs qui avaient raté ou qui avaient échoué. À l'inverse, on m'a aussi dit que les développeurs, c'était des autistes qui étaient bons, qui restaient devant leurs écrans et qui ne voulaient parler à personne. On peut partir de là. On en a rencontré, je vois quelques sourires, donc ces deux populations-là peuvent se parler. Elles peuvent travailler ensemble une fois qu'elles auront compris ce que chacune va apporter et comment elles peuvent s'aider les unes les autres. Je vous garantis que si votre équipe de test met en place des choses qui vont être automatisées et qui vont sécuriser le travail des développeurs, ils seront les premiers contents à l'avoir. Ils se feront plus taper sur les doigts quand un bug sera arrivé en prod. Parce qu'on l'aura détecté beaucoup plus tôt. Et finalement, après, vous allez les voir, dire là, il y a un problème, il y a une régression majeure. Au début, il va faire la tête, après, il va dire merci. Et de la même manière, quand les développeurs vont avoir la bonne idée de mettre des identifiants à leurs objets pour que vous puissiez les retrouver, les tester, ils vont avoir la bonne idée de vous prévenir quand il y a des changements, vous allez aussi les remercier parce que votre travail en tant que testeur va être facilité. Il faut réconcilier ces deux mondes-là, c'est clé pour l'adoption de l'agilité, en tout cas si vous voulez fondre les équipes. Et si même vous les laissez séparer, il faut qu'elles se parlent et qu'elles travaillent ensemble. L'autre point, j'en ai assez parlé, c'est changer les métriques. Aujourd'hui, toutes les métriques de test sont orientées bug. Combien est-ce qu'on en a trouvé? Combien sont ouverts? Et combien est-ce qu'on en a trouvé de critiques, de pas critiques ou autres? C'est ça. Les métriques de test, c'est du bug. Donc finalement, c'est très négatif. On va vérifier ce qui ne marche pas. Et on veut savoir ce qui ne marche pas.
pas tout à fait agile, puis il y a peut-être moyen de faire mieux. Donc la première étape, ça va être de se concentrer sur les tests et de dire non, c'est pas le nombre de bugs qui compte, c'est combien de tests on a écrits. Combien de tests passent aujourd'hui avec succès? Combien de tests est-ce qu'on a écrit par fonctionnalité? Et finalement, aller chercher une information de qu'est-ce qui marche? Plutôt que de savoir ce qui ne marche pas, je pense qu'il vaut mieux savoir ce qui marche. Et c'est ce que vos clients, c'est ce que le PO va vouloir. Si ça ne marche pas, de toute façon, ce n'est pas utilisable, donc tant pis. Par contre, si je suis sûr et certain que ça marche, là, ça m'intéresse. Ça veut dire que demain, je peux mettre en prod telle fonctionnalité, je sais que je peux l'utiliser parce que ça a été testé et ça a été qualifié. Un dernier mot. On est aujourd'hui, ou pour 2 jours, pour certains, dans le monde merveilleux de l'agilité. Vous allez retrouver que des sympathisants qui vont avoir envie de changer les choses et d'aller très très loin. Et vous allez retourner après dans le monde extérieur, plein d'envie, plein de convictions. N'oubliez pas que le côté obscur de la force est toujours présent et qu'il va falloir être vigilant, surtout côté test, pour vous tenir aux lignes de conduite que vous allez donner, que vous vous êtes donné. On ne met pas en production sans avoir fait la non-régression, par exemple. On arrête de compter les bugs, on s'intéresse aux tests. Et très très vite, vous aurez toujours plein de gens autour de vous qui vont venir vous titiller, parfois des managers, mais s'ils sont dans cette salle-là, ils auront compris, ils ne le feront plus. Parfois des clients, pour obtenir des choses, des tests et de la qualité qui vont déroger à ce que l'on s'est fixé au début. Donc faites très attention à ça. Et voilà, même chez Mickey, c'est arrivé. Donc il y a Xavier qui avait un très joli casque ce matin. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro qui va arriver pour la captation. Bonjour, je me présente François. Merci pour cette présentation très intéressante. Je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de monde que ça, hein, sincèrement. C'est peut-être le moment de la sieste ou de la digestion qui a fait que les gens sont encore en train de manger. Tout à fait, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je fais énormément d'expérimentations sur les justement configurations d'équipes de dev versus équipes de test. Actuellement, celle que j'utilise, c'est l'avant-dernière que tu as montré tout à l'heure, là, sur une équipe totalement intégrée. Donc bon, moi j'ai la chance d'avoir, c'est moi qui pilote les 2 équipes, ce sont mes équipes, donc ça va plutôt pas mal. Ce que j'aurais rajouté, qui n'est pas antinomique du tout, c'est qu'il y a la recette itérative aussi qu'on peut mettre derrière. Donc il peut y avoir après ça une 2e équipe de test qui est peut-être plus orientée client. Après, bon, je parle dans mon domaine où moi je livre des projets pour des clients, et donc je suis plutôt côté intégrateur. Donc j'ai une autre équipe et je suis encore capable malgré tout de mesurer des anomalies. Donc je suis capable de rassurer comme le management, puisque j'ai justement des anomalies que je peux mesurer, mais pas par contre en cours de process de dev. Parce que celle-ci, je ne souhaite pas forcément qu'elle soit formalisée pour justement fluidifier justement le travail collaboratif entre les développeurs et les testeurs. Je ne veux pas faire de la traçabilité. Là, ce que je veux, c'est que les anomalies soient trouvées et corrigées au plus vite. Donc, par contre, je suis capable de trouver un nombre d'anomalies à l'issue d'un sprint et de dire, bah, tiens, les gars, là, vous avez remonté quand même 10 anomalies sur cette seule user story, c'est quand même pas terrible. Donc, je pense qu'on est capable de rassurer le management avec ça. Puis il y a une vraie question aussi, par contre, quand on expérimente ce modèle-là que tu n'as pas abordé, et je trouve que ce serait intéressant à un moment donné. Enfin, moi j'avais pensé le présenter, en tout cas, pendant cette présentation-là, pendant le Scrum Day. Je n'ai pas eu le temps de le faire, malheureusement, mais c'est pas ça toute la dynamique qui s'installe quand on a ce genre d'équipe intégrée-là. On se retrouve avec une problématique. Enfin, si on veut faire vraiment du Scrum, si on veut travailler comme on devrait le faire, normalement, pour en retirer tous les bénéfices, il y a après ça toute la problématique de flux tendu, travail en flux tendu. C'est-à-dire, moi, je retrouve avec des équipes de développement qui, finalement, ils construisent un mini-cycle itératif avec les testeurs, où ils développent, et puis dès qu'ils ont fini en fait une fonctionnalité, ils passent à la suivante, et puis ils créent une espèce de tas, à un moment donné, devant l'équipe de test. L'équipe de test, eux, ils dépilent ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours après, alors que la vérité, elle n'est certainement pas celle-là. Elle est vraiment de créer justement une synergie entre ces 2 équipes-là et de dire, bah, j'ai fini mon dev, là, ma première responsabilité, c'est de m'assurer qu'il est terminé, et je vais aller voir un testeur, et je vais lui demander de tester ça, on va regarder ça ensemble, il va tester, je vais corriger en parallèle, et quand tous les 2 on sera arrivés à un niveau de qualité qu'on considère comme étant optimal, là on la passera ensemble à terminer, et enfin je pourrai aller prendre une nouvelle fonctionnalité. Donc là tu reviens finalement sur la notion du done que j'ai exposé tout à l'heure. Tout à fait. Donc on est proche de ce cycle-là. Dans les 2 équipes sur lesquelles moi j'ai eu la chance de connaître ça, une équipe XP il y a 13 ans, une équipe Scrum il y a 5-6 ans,
Ce qui s'est passé, c'est que ce qui arrivait en premier, ce n'était pas les développements, c'était les tests. Les 4 tests étaient écrits avant que ça soit développé. D'un côté, quand c'était de l'XP il y a 10 ans, c'était des tests automatisés. Et finalement, quand le client XP arrivait, donc le PO aujourd'hui, il présentait la user story et il indiquait sur la user story les tests qui correspondaient. Ce qui veut dire qu'après, à chaque build de nuit, les tests étaient lancés. Donc le développeur n'a même pas besoin de faire cet effort-là, d'aller voir le testeur. Il savait que c'était là. Il reposait son code, il vérifiait quand même, il avait la bonne idée de passer les tests unitaires avant de le reposer sur l'ensemble du référentiel. Et la réponse à est-ce que ce que j'ai développé est bonne, il l'avait le lendemain matin. Et ça évitait aussi comme ça qu'on accumule beaucoup de charges devant le testeur, parce qu'eux interagissent en amont. Donc c'est une des possibilités en fait d'inverser ce mécanisme-là. Dans l'autre équipe Scrum, on avait toujours une part d'automatiser qu'on fournissait avant, parce que l'équipe Agile était la première à passer en automatisme, donc on avait une petite longueur d'avance sur les développeurs de ce fait-là. Toujours une part de test manuel, mais dans ces cas-là, ce qu'on demandait, c'est que soit les deux étaient écrits en parallèle, mais on n'a jamais pris la décision de dire développez aussi vite que vous pouvez, et les testeurs, d'avoir des testeurs acculés. Il y a aussi un dimensionnement à prendre entre les équipes. C'est vrai que si vous avez 20 développeurs pour 2 testeurs, à un moment ou à un autre, ils vont être sous l'eau. Donc c'est les deux évolutions par rapport à cette dynamique-là et par rapport à ce qu'on peut apporter. C'est vrai que si vous avez le contrôle des 2 équipes, c'est parfait, on va pouvoir les imbriquer. C'est après peut-être aussi de casser le schéma où on développe et on teste après, et de passer non seulement en test-driven pour le côté technique développement, mais aussi finalement pour le fonctionnel, parce que ça rassurera tout le monde et on pourra donner ce retour beaucoup plus vite. Si au moment où les développements sont finis, il faut qu'on crée les 4 tests, qu'on les passe et qu'on ait les résultats, il faut inverser ça. Quitte à faire démarrer l'équipe de test dans ces cas-là, peut-être un sprint avant si elle est encore à part, mais si elle est intégrée, il faudra peut-être bosser sur le sprint 0 en tout cas. Voilà. Merci à tous. Et n'hésitez pas à dire à ceux qui ne sont pas venus qu'ils ont loupé quelque chose d'exceptionnel.